Il y a environ 2000 ans, l'historien grec Plutarque raconte une histoire, en apparence toute simple, à propos d'un bateau conservé pieusement par les habitants d'Athènes. Ce bateau, celui qui aurait ramené le héros Thésée de Crète après sa victoire sur le Minotaure, était entretenu religieusement, année après année, siècle après siècle. Chaque planche pourrie était retirée et remplacée par une planche neuve. Chaque cordage usé était changé. Chaque pièce de bois vermoulu disparaissait au profit d'une pièce fraîche et solide. Et cet entretien continuait, encore et encore, jusqu'au jour, littéralement, plus une seule planche originale, plus une seule pièce du bateau initial ne subsistait dans sa structure. Et c'est là que Plutarque pose la question qui va traverser 20 siècles de philosophie sans jamais trouver de réponse définitivement satisfaisante. Ce bateau, une fois que toutes ses parties ont été remplacées, une par une, progressivement, est-ce que c'est toujours le même bateau? Est-ce que c'est encore, littéralement, le bateau de Thésée? Ou est-ce que c'est devenu, à un moment donné, difficile à préciser exactement, un objet complètement différent, qui n'a plus aucun droit véritable de porter ce nom? Prenez un instant pour laisser cette question s'installer, parce qu'elle semble presque enfantine au premier abord, presque trop simple pour mériter 2000 ans de débat philosophique. Et pourtant, réfléchissez sérieusement. Si vous dites que oui, c'est toujours le même bateau, parce qu'il conserve la même forme, la même fonction, la même histoire continue, alors qu'est-ce qui fait, exactement, l'identité d'un objet? Est-ce que ce n'est jamais la matière elle-même, mais uniquement la structure, la continuité, la forme qui persiste à travers le changement de matière? Et si vous dites que non, ce n'est plus le même bateau, parce que la matière originale a totalement disparu, alors à quel moment précis, exactement, le bateau a-t-il cessé d'être lui-même? Était-ce au remplacement de la première planche? De la 100e? De la dernière? Il n'y a, logiquement, aucune raison particulière de choisir un seuil précis plutôt qu'un autre, et pourtant il semble absurde de dire qu'un simple changement de planche, à lui seul, transforme complètement l'identité d'un objet entier. Et le philosophe anglais Thomas Hobbes, celui-là même qui nous a parlé de la guerre de tous contre tous dans une autre vidéo, va rendre ce paradoxe encore plus vicieux, encore plus vertigineux, au XVIIe siècle. Imaginez, propose Hobbes, qu'un homme récupère méthodiquement, une par une, toutes les vieilles planches retirées du bateau de Thésée au fil des années, ces planches qu'on avait jetées ou stockées quelque part, et qu'il les réassemble patiemment, exactement dans leur configuration d'origine, pour reconstruire un second bateau, matériellement identique, pièce pour pièce, au bateau original du tout début. Vous avez maintenant deux bateaux devant vous. Le premier, celui qui navigue toujours dans le port d'Athènes, entretenu continuellement, avec une continuité formelle et fonctionnelle ininterrompue, mais dont plus aucune planche n'appartient à l'original. Et le second, reconstruit à partir des planches authentiques et originales, mais qui n'a connu aucune continuité d'usage, aucune histoire ininterrompue, simplement un assemblage tardif de pièces d'origine. Lequel des deux, honnêtement, est le véritable bateau de Thésée? Celui qui a gardé la continuité de forme et d'usage, ou celui qui a gardé la matière authentique et originale? Et si vous hésitez, si vous n'arrivez pas à trancher clairement en faveur de l'un plutôt que de l'autre, alors peut-être que vous venez de découvrir quelque chose d'assez inconfortable. L'identité, celle d'un objet aussi bien que, comme nous allons le voir, celle d'une personne, n'est peut-être pas une propriété simple, unique, binaire, qui serait soit présente soit absente. C'est peut-être, au contraire, quelque chose de bien plus flou, de bien plus dépendant du critère qu'on choisit d'appliquer, et de bien moins solide que ce que notre intuition ordinaire voudrait nous faire croire. Maintenant, tenez-vous prêts, parce qu'on va faire quelque chose que Plutarque n'avait sans doute jamais anticipé. On va appliquer exactement ce même paradoxe, planche par planche, non plus à un bateau de bois, mais à vous-même. Voici un fait purement biologique, absolument vérifié scientifiquement, qui va probablement vous mettre légèrement mal à l'aise. La quasi-totalité des cellules qui composent votre corps aujourd'hui ne sont pas les mêmes cellules qui composaient votre corps il y a 10 ans. La peau se renouvelle complètement en quelques semaines. Les cellules de l'estomac se renouvellent en quelques jours. Le squelette lui-même, qui semble pourtant être la structure la plus stable et la plus permanente de votre corps, est presque entièrement renouvelé au bout d'environ une décennie, à travers un processus continu de destruction et de reconstruction osseuse. Même les neurones les plus stables de votre cerveau, ceux qui persistent effectivement toute votre vie sans être remplacés, voient une grande partie de leurs molécules constitutives, leurs protéines, leurs membranes, se renouveler en permanence. Concrètement, la matière physique, atomique, qui compose votre corps aujourd'hui n'a presque plus rien de commun avec la matière qui composait ce même corps une décennie plus tôt. Alors, exactement comme pour le bateau de Thésée, est-ce que vous êtes, aujourd'hui, la même personne que vous étiez il y a 10 ans? Vous répondez probablement oui, immédiatement,
presque instinctivement. Bien sûr que je suis la même personne. J'ai le même nom, les mêmes souvenirs, la même famille, le sentiment continue d'être moi-même à travers le temps. Mais regardez bien la structure de cette réponse. Elle ressemble, presque exactement, à la réponse qu'on donnerait pour le bateau de Thésée qui a gardé sa continuité de forme et d'usage. Ce n'est pas la matière qui compte, dites-vous, c'est la continuité, la structure, l'histoire ininterrompue. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui compose exactement cette continuité, dans le cas d'une personne humaine? Est-ce que c'est simplement le corps physique, malgré son renouvellement constant? Est-ce que c'est plutôt la mémoire, les souvenirs qui relient chaque instant de votre vie au précédent? Est-ce que c'est la personnalité, les traits de caractère, les valeurs, qui semblent pourtant, eux aussi, évoluer considérablement au fil du temps? C'est exactement cette question que le philosophe anglais John Locke, encore lui, celui du contrat social et des droits naturels, va poser au XVIIe siècle en proposant l'une des théories les plus influentes et les plus immédiatement contestées de toute l'histoire de la philosophie de l'identité personnelle. Pour Locke, l'identité personnelle ne réside absolument pas dans la continuité du corps physique. Cette masse de chair qui se transforme, vieillit, se renouvelle constamment. Elle réside, dit Locke, dans la continuité de la conscience, et plus précisément, dans la continuité de la mémoire. Vous êtes la même personne qu'il y a 10 ans, selon Locke, uniquement dans la mesure où vous pouvez, aujourd'hui, vous souvenir, ne serait-ce que partiellement, de certaines expériences que vous avez vécues à cette époque, à travers une chaîne continue de souvenirs qui relie chaque moment de conscience au moment précédent, un peu comme les maillons d'une chaîne, chacun accroché au précédent, même si les maillons les plus anciens et les plus récents ne se touchent jamais directement. Cette théorie a immédiatement soulevé une objection redoutable, formulée notamment par un contemporain de Locke nommé Thomas Reid, qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de l'officier vaillant. Imaginez, propose Reid, un jeune garçon puni pour avoir volé des fruits dans un verger. Des années plus tard, devenu jeune officier, ce même homme accomplit un acte de bravoure exceptionnel au combat, et à ce moment précis, il se souvient encore parfaitement d'avoir été ce jeune garçon puni pour le vol de fruits. Selon la théorie de Locke, l'officier est donc bien la même personne que l'enfant, puisqu'il existe un souvenir continu qui les relie directement. Maintenant, imaginez que ce même homme, devenu vieux général respecté, se souvient parfaitement d'avoir été ce jeune officier vaillant au combat, mais qu'il a complètement oublié, effacé de sa mémoire, l'épisode lointain du vol de fruits dans son enfance. Selon la logique de Locke, le vieux général est bien la même personne que le jeune officier, puisqu'il se souvient de lui. Et le jeune officier était bien la même personne que l'enfant voleur de fruits, puisqu'il se souvenait de lui à l'époque. Mais le vieux général n'est-il pas, alors, également la même personne que l'enfant voleur de fruits, par une simple logique de transitivité, exactement comme si A est égal à B, et B est égal à C, alors A doit être égal à C? Et pourtant, le vieux général lui-même, s'il n'a plus aucun souvenir de cet épisode d'enfance, refuserait probablement, sincèrement, de se reconnaître comme identique à cet enfant lointain. Vous voyez le problème logique redoutable qui se cache là-dedans. La théorie de Locke, fondée uniquement sur la mémoire directe, semble produire une contradiction logique pure et simple, où la même personne serait, simultanément, identique et non identique à elle-même selon le moment précis auquel on pose la question. Et cette faille dans la théorie de la mémoire n'est que le début d'une avalanche de problèmes encore plus troublants, que la philosophie contemporaine du XXe siècle va explorer avec une créativité presque vertigineuse, notamment à travers le travail du philosophe britannique Derek Parfit, l'un des plus grands spécialistes de la question de l'identité personnelle de toute l'histoire de la philosophie analytique. Parfit va imaginer une série d'expériences de pensée, certaines directement inspirées des progrès de la science-fiction et des neurosciences, qui poussent le paradoxe du bateau de Thésée jusqu'à des extrémités absolument vertigineuses. Imaginez, propose Parfit, une machine de téléportation, exactement comme celle qu'on trouve dans certaines œuvres de science-fiction. Vous entrez dans une cabine sur Terre. Cette machine scanne votre corps entier, atome par atome, enregistre l'intégralité de cette information, puis détruit instantanément votre corps original, tout en transmettant cette information à une machine similaire sur Mars, qui reconstruit, à partir de nouveaux atomes disponibles localement, une réplique absolument parfaite de votre corps, avec exactement la même structure cérébrale, les mêmes souvenirs, la même personnalité, la même continuité psychologique apparente. La personne qui sort de la cabine sur Mars a le sentiment, absolument sincère et convaincant, d'être vous-même, d'avoir simplement traversé un court voyage instantané. Est-ce que vous accepteriez d'utiliser une telle machine ? Est-ce que la personne qui apparaît sur Mars est réellement vous, ou est-ce qu'elle n'est qu'une copie parfaite, une nouvelle personne qui possède seulement l'illusion d'être vous,
tandis que vous, le véritable vous, avez été purement et simplement détruit sur Terre au moment du scan? Et Parphy va rendre cette expérience de pensée encore plus vicieuse en imaginant une variante où la machine, par un défaut technique, ne parvient pas à détruire votre corps original sur Terre. Vous vous retrouvez donc, littéralement, dédoublé, une version de vous continue à vivre normalement sur Terre, avec la totalité de vos souvenirs jusqu'à l'instant du scan, tandis qu'une réplique parfaitement identique commence, simultanément, une nouvelle vie sur Mars, avec exactement les mêmes souvenirs jusqu'à ce même instant précis. Laquelle de ces deux personnes est réellement vous? Les deux, prétendument, ont un droit égal de revendiquer votre identité, puisqu'elles partagent, jusqu'à l'instant de la division, exactement la même continuité psychologique, les mêmes souvenirs, la même personnalité. Mais elles ne peuvent, logiquement, pas être toutes les deux littéralement identiques à la personne originale unique qui est entrée dans la cabine sur Terre, puisqu'elles vont désormais, à partir de cet instant, vivre des existences séparées, développer des souvenirs différents, potentiellement même des personnalités divergentes au fil du temps. Face à ce genre de vertige logique absolument insoluble, Parphy va proposer une conclusion radicale, presque bouleversante, qui remet en question l'intuition la plus profonde et la plus universellement partagée que nous ayons tous, celle d'un moi unique, continu, parfaitement défini, qui persisterait identique à lui-même à travers le temps. Pour Parphy, l'identité personnelle, au sens strict et absolu du terme, n'existe tout simplement pas de la façon dont nous croyons instinctivement qu'elle existe. Ce qui compte réellement, ce qui a une véritable importance pratique et morale, ce n'est pas cette identité stricte, cette question de savoir si je suis littéralement, numériquement, la même entité qu'hier. Ce qui compte, dit Parphy, c'est ce qu'il appelle la continuité psychologique, un ensemble de relations graduelles de mémoire, de personnalité, d'intention, de croyances, qui relie différents moments d'une vie sans jamais former une identité parfaitement stricte et indivisible, exactement comme les différentes générations d'une même nation ou les différents membres d'un même club se sentent liés par une continuité d'appartenance, sans qu'aucun individu unique et permanent ne persiste réellement au cœur de cette continuité. Et si Parphy a raison, les conséquences pratiques sont absolument vertigineuses, bien au-delà de la simple curiosité philosophique. Pensez à toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui en fonction de votre propre avenir. Épargner de l'argent pour votre retraite, faire des sacrifices aujourd'hui pour un bénéfice futur, rester fidèle à des engagements pris il y a des années. Toutes ces décisions reposent sur la conviction implicite que la personne qui bénéficiera de ces sacrifices dans 30 ou 40 ans, d'une certaine façon essentielle, littéralement vous-même, et non simplement quelqu'un d'autre, une sorte de descendant psychologique lointain qui partage vaguement certains de vos souvenirs et de vos traits de caractère. Si l'identité personnelle stricte n'existe pas réellement, comme le suggère Parphy, alors sur quelle base rationnelle devrions-nous continuer à nous soucier autant de notre propre futur lointain, plutôt que, par exemple, du bien-être d'un parfait inconnu qui vivrait, lui aussi, une continuité psychologique tout aussi réelle avec sa propre existence présente? Et maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez entendu quelqu'un dire, avec une conviction absolue, « Je ne suis plus la même personne qu'avant », après un divorce, après une maladie grave, après une conversion religieuse, après un traumatisme majeur, après une simple décennie de vie ordinaire qui a lentement, progressivement, transformé vos goûts, vos opinions, vos relations, vos priorités les plus profondes. Est-ce que cette phrase « Je ne suis plus la même personne » doit être comprise littéralement, comme une véritable affirmation métaphysique sur une rupture d'identité réelle? Ou est-ce que ce n'est, au fond, qu'une façon un peu excessive, un peu poétique, de décrire un changement psychologique important, sans qu'il y ait véritablement, à aucun moment précis de cette transformation progressive, une frontière nette et définitive entre l'ancien vous et le nouveau? Repensez maintenant au bateau de Thésée, mais appliquez non plus à vous-même individuellement, mais à n'importe quelle relation humaine durable, votre couple, votre amitié la plus ancienne, votre famille. Chacune de ces relations a probablement traversé, au fil des années, des transformations tellement profondes que la personne que vous aimiez au tout début n'a plus, littéralement, presque rien de commun, en termes de personnalité, d'opinion, de goût, avec la personne que vous aimez aujourd'hui. Et pourtant, vous dites toujours que c'est la même personne, la même relation, la même histoire continue. À partir de quel degré de changement, exactement, seriez-vous prêt à dire, sincèrement, que ce n'est plus tout à fait la même personne que celle que vous avez connue à l'origine? Il existe pourtant une tradition philosophique entière, bien plus ancienne que Locke, bien plus ancienne même que Plutarque, qui a répondu à cette question d'une façon radicalement différente, en refusant carrément le postulat de départ que nous avons tous accepté implicitement jusqu'ici.
Cette tradition, c'est le bouddhisme, et le concept central qu'elle oppose à notre intuition d'un moi stable et continu s'appelle l'anatta, un mot pali qu'on traduit habituellement par non-soi ou absence de soi permanent. Pour la philosophie bouddhiste, telle qu'elle est exposée depuis plus de 2500 ans, la croyance en un moi unique, stable, permanent, qui persisterait identique à lui-même à travers le temps, n'est pas simplement une erreur philosophique parmi d'autres. C'est, selon cette tradition, l'illusion fondamentale, la racine même de toute souffrance humaine. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons notre soi, notre personnalité, notre identité, n'est en réalité qu'un agrégat temporaire, une combinaison changeante de 5 composantes, ce qu'on appelle les 5 skandhas en sanskrit. La forme physique, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience elle-même. Chacune de ces composantes est en perpétuel changement, en flux constant. Un peu comme une flamme de bougie qui semble être une seule et même flamme continue d'un instant à l'autre, alors qu'en réalité, chaque instant produit une combustion nouvelle, différente de la précédente, reliée à elle uniquement par une chaîne de causalité ininterrompue, sans qu'aucune substance identique ne persiste réellement d'un instant à l'autre. Cette image de la flamme est absolument centrale dans la pensée bouddhiste, et elle offre une réponse fascinante, presque vertigineuse, au paradoxe du bateau de Thésée. Quand vous allumez une bougie à partir de la flamme d'une autre bougie, la nouvelle flamme n'est pas littéralement la même flamme que l'originale, transportée physiquement d'un endroit à un autre. Et pourtant, elle n'est pas non plus complètement différente, sans aucun lien avec elle, il existe une continuité causale directe, un enchaînement ininterrompu qui relie la première flamme à la seconde. Le bouddhisme applique exactement cette même logique à la personne humaine, et même, dans certaines écoles, à travers les vies successives dans le cycle des réincarnations. Ce qui se transmet d'un instant à l'autre, ou d'une vie à l'autre, n'est jamais une substance identique, un moi fixe et permanent, mais simplement une chaîne de causalité, un enchaînement de conditions qui produisent, à chaque instant, un nouvel agrégat momentané, ressemblant suffisamment au précédent pour donner l'illusion persistante d'une continuité stable. Et voici le point vraiment fascinant, presque troublant, quand on le compare à la philosophie occidentale que nous avons explorée jusqu'ici. David Hume, ce même philosophe écossais qui avait déjà tenté de désamorcer l'angoisse du malin génie cartésien en insistant sur les limites pratiques du scepticisme, va arriver, indépendamment, à une conclusion presque identique à celle du bouddhisme. Dans son traité de la nature humaine publié en 1739, plus de 2000 ans après les premiers enseignements du Bouddha, et sans qu'il n'ait jamais eu, à son époque, un accès direct et approfondi à la philosophie bouddhiste asiatique. Hume écrit que lorsqu'il tente d'introspecter, de regarder directement à l'intérieur de sa propre conscience pour y trouver ce fameux moi permanent et unifié dont tout le monde parle, il ne trouve jamais rien de tel. Il ne trouve, dit-il, qu'un flux continu de perceptions particulières, des sensations, des émotions, des pensées, qui se succèdent les unes aux autres à une vitesse vertigineuse, sans qu'aucune perception unique et stable, correspondant précisément à ce qu'on appellerait le moi lui-même, ne soit jamais directement observable au milieu de ce flux perpétuel. L'esprit humain, conclut Hume dans une formule devenue célèbre, n'est rien d'autre qu'une sorte de théâtre, où plusieurs perceptions se succèdent et repassent, glissent, se mêlent dans une variété infinie de postures et de situations, sans qu'il n'existe, nulle part sur cette scène, un acteur permanent et unique qui resterait identique d'une scène à l'autre. Cette convergence troublante entre Hume et le bouddhisme, deux traditions philosophiques totalement indépendantes l'une de l'autre, séparées par des millénaires et des continents entiers, a beaucoup fasciné les philosophes contemporains, notamment Derek Parfit lui-même, qui reconnaissait explicitement s'inspirer autant de Hume que de la philosophie bouddhiste pour construire sa propre théorie réductionniste de l'identité personnelle. Parfit affirmait même, dans une formule saisissante, que la découverte de la vérité concernant l'absence d'un moi unique et permanent pouvait, paradoxalement, être libératrice plutôt qu'angoissante. Si je réalise que mon identité future n'est pas une entité métaphysiquement séparée, isolée derrière un mur infranchissable qui me distinguerait absolument de tous les autres êtres conscients, alors peut-être que je devrais me soucier un peu moins égoïstement de mon propre avenir personnel et un peu plus généreusement du bien-être de l'ensemble des personnes, présentes et futures, qui composent la trame continue et interconnectée de l'existence consciente. Mais toutes les traditions philosophiques ne vont évidemment pas dans cette direction dissolvante. La philosophie de l'esprit contemporaine, notamment dans le monde analytique anglo-saxon, continue de s'affronter aujourd'hui, avec une intensité renouvelée par les progrès des neurosciences et de la médecine, autour de ce qu'on appelle le débat entre le critère psychologique et le critère biologique de l'identité personnelle.
les défenseurs du critère psychologique, dans la lignée directe de Locke et de Parphy, continuent de soutenir que ce qui fait votre identité, ce qui vous permet de dire que vous êtes toujours la même personne, réside essentiellement dans la continuité de votre mémoire, de votre personnalité, de vos plans et de vos intentions, indépendamment du support physique, biologique ou même artificiel, qui héberge cette continuité psychologique. Ce sont ces mêmes défenseurs qui affirmeraient, dans l'expérience de pensée de la téléportation vue plus tôt, que la personne qui apparaît sur Mars est réellement vous, puisqu'elle possède une continuité psychologique parfaitement préservée, même si son support matériel a été entièrement détruit et reconstruit ailleurs. Face à eux, les défenseurs du critère biologique, ou critère animaliste comme on l'appelle parfois dans la littérature philosophique contemporaine, notamment le philosophe Erik Olson, soutiennent au contraire que vous n'êtes pas fondamentalement une personne au sens psychologique, un ensemble de souvenirs et de traits de caractère, mais avant tout un organisme biologique vivant, un animal humain, dont l'identité persiste tant que persiste la continuité biologique de cet organisme, indépendamment des changements psychologiques qu'il peut traverser. Selon cette perspective, un patient plongé dans un coma profond et irréversible, ayant perdu toute forme de conscience et de continuité psychologique, reste néanmoins, biologiquement, la même personne qu'avant son accident, tant que son organisme continue de fonctionner. Et à l'inverse, dans l'expérience de pensée de la téléportation, les défenseurs du critère biologique affirmeraient que la personne qui apparaît sur Mars n'est absolument pas vous, malgré toute la continuité psychologique apparente, parce que votre organisme biologique original, lui, a été purement et simplement détruit sur Terre, remplacé par un tout nouvel organisme, biologiquement distinct, qui n'a simplement hérité que d'une copie de vos souvenirs. Ce débat a des conséquences pratiques absolument considérables, bien au-delà de la simple curiosité académique, notamment dans des domaines aussi concrets que le droit médical, la définition légale de la mort cérébrale, les questions éthiques autour du don d'organes, ou même les débats sur l'intelligence artificielle et la possibilité, un jour, de transférer une conscience humaine sur un support numérique. Si le critère psychologique a raison, alors un jour, peut-être, une conscience humaine pourrait littéralement survivre, continuer d'exister en tant que la même personne, à l'intérieur d'un ordinateur, à condition que la continuité psychologique, les souvenirs, la personnalité, soient suffisamment préservés dans cette transition numérique. Si le critère biologique a raison, en revanche, un tel transfert ne créerait jamais qu'une copie, aussi fidèle et convaincante soit-elle, mais jamais la personne originale elle-même, qui resterait, elle, définitivement liée à son organisme biologique d'origine, et qui disparaîtrait véritablement au moment même où cet organisme cesserait de fonctionner. Alors, entre le bateau qui navigue toujours dans le port d'Athènes, planche après planche remplacée, et celui reconstitué à partir des pièces d'origine, entre la flamme bouddhiste qui se transmet sans jamais rester identique à elle-même, entre l'officier vaillant qui se souvient de l'enfant voleur de fruits sans que le vieux général ne s'en souvienne plus, et entre vous, en ce moment précis, en train d'écouter ces mots avec un corps dont presque aucune cellule n'existait il y a 10 ans. Quelle définition de vous-même choisissez-vous de retenir, sincèrement, quand vous dites, avec toute la confiance et toute l'évidence apparente du monde, que vous êtes une seule et même personne, continue et identique à elle-même, depuis le tout premier souvenir dont vous disposez jusqu'à cet instant précis? Et si vous pensez que tout ceci reste de la pure spéculation abstraite, purement théorique, sans aucun ancrage dans la réalité concrète, il faut alors vous parler d'une série d'expériences médicales réellement menées, dans les années 1960, sur des patients humains bien réels, et qui ont bouleversé, de façon absolument concrète cette fois, toute notre compréhension scientifique de l'unité du moi. Le neuroscientifique américain Roger Sperry, qui recevra plus tard le prix Nobel pour ses travaux, a étudié des patients épileptiques ayant subi, pour soulager des crises extrêmement sévères et invalidantes, une opération chirurgicale radicale appelée callosotomie, qui consiste à sectionner le corps calleux, ce faisceau massif de fibres nerveuses qui relie normalement les deux hémisphères du cerveau et permet leur communication constante. Ce que Sperry et ses collègues ont découvert, en menant des tests extrêmement précis sur ces patients au cerveau divisé, split brain en anglais, est tout simplement vertigineux. En présentant, séparément, une information visuelle uniquement à l'hémisphère gauche du cerveau, connectée au langage verbal, puis une information différente uniquement à l'hémisphère droit, incapable de s'exprimer verbalement mais parfaitement capable de comprendre et de réagir par des gestes de la main gauche, les chercheurs ont mis en évidence des situations proprement stupéfiantes, où les deux hémisphères d'un même patient, désormais incapables de communiquer directement entre eux, semblaient posséder chacun leur propre flux de conscience, leurs propres intentions, parfois même en contradiction directe l'une avec l'autre. Dans certains cas extrêmes documentés, la main gauche d'un patient, contrôlée par l'hémisphère droit, entreprenait une action,
par exemple attraper un objet, tandis que sa main droite, contrôlée par l'hémisphère gauche verbal, tentait simultanément de l'en empêcher, comme si deux volontés distinctes cohabitaient soudainement à l'intérieur d'un seul et même crâne. Ces observations posent une question absolument vertigineuse pour toute théorie de l'identité personnelle. Est-ce qu'un patient au cerveau divisé constitue toujours une seule personne, unifiée malgré cette déconnexion physique? Ou est-ce que l'opération a littéralement créé, à l'intérieur d'un même corps, deux centres de conscience distincts, deux moi séparés partageant simplement le même espace corporel? Si notre sentiment d'être un moi unique et unifié dépend entièrement de l'intégrité de quelques centimètres de fibres nerveuses reliant nos deux hémisphères, alors cette unité que nous ressentons si intimement, si évidemment, chaque instant de notre existence consciente, n'est peut-être, elle aussi, qu'une construction fragile, contingente, biologiquement bricolée, plutôt qu'une vérité métaphysique nécessaire et indestructible sur la nature profonde du moi. Il existe également un cas clinique célèbre, extrêmement documenté et souvent étudié dans les départements de philosophie de l'esprit, qui illustre de façon absolument bouleversante, presque insoutenable émotionnellement, la théorie de Locke sur la mémoire, mais poussée à son point de rupture le plus extrême, celui de Clive Werin, un musicien britannique brillant qui, en 1985, a contracté une encéphalite herpétique ayant détruit une partie cruciale de son hippocampe, la structure cérébrale, essentielle à la formation de nouveaux souvenirs. Depuis cet accident, Clive Werin vit dans ce que sa propre femme a décrit comme un présent perpétuel de seulement quelques secondes. Il est incapable de former le moindre nouveau souvenir durable, oubliant, littéralement, chaque conversation, chaque visite, chaque instant vécu, quelques secondes seulement après qu'il se soit produit. Il tient, depuis des décennies, un journal dans lequel il note, encore et encore, avec une conviction absolue et bouleversante à chaque fois, « Je suis enfin complètement, absolument, réveillé pour la toute première fois, raturant systématiquement toutes les entrées précédentes, qu'il ne reconnaît jamais comme siennes, persuadé, chaque instant, de sortir tout juste d'un vide total et inconscient. » Et pourtant, malgré cette absence presque totale de continuité mnésique, Clive Werin reconnaît toujours, instantanément et avec une émotion intacte, son épouse, chaque fois qu'elle entre dans la pièce, même après qu'elle vienne de sortir 5 minutes plus tôt, comme si elle revenait après des années d'absence. Et surtout, de façon absolument fascinante pour notre sujet, il continue de jouer du piano et de diriger des chœurs avec une compétence musicale parfaitement intacte, une compétence procédurale, corporelle, qui semble avoir totalement survécu à la destruction quasi complète de sa mémoire épisodique consciente. Alors, si l'on suit strictement la théorie de Locke, qui fait reposer l'identité personnelle sur la continuité de la mémoire consciente, Clive Werin serait-il, techniquement, une personne différente à chaque nouvel instant de son existence, un moi qui renaît et disparaît toutes les quelques secondes, sans jamais parvenir à se relier au moi du moment précédent? Et pourtant, sa femme, ses proches, les médecins qui le suivent depuis des décennies, continuent tous, sans la moindre hésitation, à le considérer comme une seule et même personne, celle qu'ils connaissent et qu'ils aiment depuis toujours, malgré cette fragmentation absolue et permanente de sa continuité mnésique consciente. Face à des cas cliniques aussi troublants, certains philosophes contemporains ont proposé une approche radicalement différente de celle de Locke et de Parphy, en réintroduisant une dimension que ces théories analytiques avaient largement laissée de côté, la dimension narrative de l'identité. Le philosophe français Paul Ricoeur, dans son ouvrage majeur Soi-même comme un autre publié en 1990, soutient que l'identité personnelle ne réside jamais dans une simple continuité de mémoire ou de matière biologique, mais dans notre capacité, proprement humaine et proprement linguistique, à raconter notre propre vie comme une histoire cohérente, avec un début, un déroulement et une direction. Un peu comme le personnage principal d'un roman dont nous serions à la fois l'auteur et le protagoniste. Cette identité narrative, selon Ricoeur, n'exige absolument pas une continuité stricte et ininterrompue de la mémoire consciente, comme chez Locke, ni même une continuité biologique stricte, comme chez les défenseurs du critère animaliste. Elle repose plutôt sur la capacité, même reconstruite après coup, même partiellement fictive et réinterprétée constamment à la lumière du présent, à tisser ensemble les différents épisodes d'une existence en un récit suffisamment cohérent pour qu'on puisse s'y reconnaître soi-même, et pour que les autres, ceux qui nous connaissent et nous aiment, puissent eux aussi reconnaître, à travers ce récit toujours recomposé, la même personne qu'ils ont toujours connue, quelles que soient les ruptures, les amnésies, les transformations profondes qui ont pu, entre-temps, altérer radicalement sa mémoire ou son corps. Cette théorie narrative offre peut-être une piste pour comprendre pourquoi l'épouse de Clive Werin continue de le reconnaître comme son mari, malgré l'effondrement quasi total de sa mémoire consciente.
Parce que c'est elle, en grande partie, qui continue de tisser et de porter le fil de cette histoire commune, cette continuité narrative que lui, seul, ne peut plus assurer. Peut-être, alors, que l'identité personnelle n'est jamais uniquement une propriété interne, isolée, appartenant exclusivement à un individu unique enfermé dans sa propre conscience, comme le supposait implicitement Locke, Hume et Parphy chacun à leur manière. Peut-être qu'elle est aussi, en partie, une construction sociale, relationnelle, portée collectivement par ceux qui nous entourent, qui se souviennent de nous quand nous ne parvenons plus à nous souvenir de nous-mêmes, exactement comme les habitants d'Athènes continuaient d'appeler ce bateau le bateau de Thésée, planche après planche remplacée, simplement parce qu'ils avaient collectivement décidé, par convention, par tradition, par un récit partagé transmis de génération en génération, de continuer à le nommer ainsi. Alors peut-être que le véritable problème n'a jamais été le bateau. Peut-être que, depuis le début, Plutarque nous tendait simplement un miroir. Parce que derrière chaque planche remplacée, chaque souvenir oublié, chaque cellule renouvelée, chaque changement de personnalité, se cache exactement la même question. Qu'est-ce qui fait que quelque chose reste lui-même alors que tout, absolument tout, change ? Nous avons cherché la réponse dans la matière. Mais la matière change. Nous l'avons cherché dans la mémoire. Mais la mémoire peut disparaître. Nous l'avons cherché dans le cerveau. Mais le cerveau lui-même peut se diviser, se transformer, et produire des formes de conscience que nous pensions impossibles. Nous l'avons cherché dans la continuité biologique. Mais même cette continuité ne suffit peut-être pas à expliquer ce sentiment étrange d'être, aujourd'hui encore, celui qui existait hier. Et nous avons finalement envisagé que notre identité puisse être une histoire. Une histoire que nous racontons à nous-mêmes. Une histoire que les autres racontent à notre sujet. Une histoire qui se transforme constamment, mais qui conserve suffisamment de liens pour nous permettre de dire « C'est toujours moi ». Peut-être alors que nous faisons exactement la même chose avec nous-mêmes que les Athéniens avec le bateau de Thésée. Nous savons qu'il a changé. Nous savons que ses pièces ne sont plus les mêmes. Et pourtant, nous continuons à lui donner le même nom. Peut-être est-ce cela, au fond, que signifie être une personne. Ne pas être une chose parfaitement immobile qui traverse le temps sans changer. Mais être une continuité fragile. Un enchaînement de souvenirs, de relations, de transformations, de choix, de pertes et de recommencements. Un fil qui ne reste jamais exactement identique, mais qui ne seront jamais complètement. Et c'est peut-être pour cette raison que la question « Suis-je vraiment la même personne qu'il y a 10 ans ?» n'a pas de réponse aussi simple que nous aimerions le croire. Vous avez changé. Votre corps a changé. Vos pensées ont changé. Vos priorités ont changé. Certaines personnes sont entrées dans votre vie. D'autres en sont sorties. Certaines versions de vous-même ont disparu sans que vous vous en rendiez compte. Et pourtant, vous êtes encore là. Avec cette étrange impression de continuité. Cette impression profondément intime que, malgré toutes les transformations, quelque chose relie l'enfant que vous étiez, l'adulte que vous êtes devenu et la personne que vous serez demain. Mais peut-être que cette chose n'est pas un objet. Peut-être que ce n'est pas une substance cachée quelque part dans votre cerveau. Peut-être que ce n'est même pas un « moi » permanent. Peut-être que c'est simplement le lien entre les différentes versions de vous-même. Et si c'est vrai, alors le paradoxe du bateau de Thésée prend une dimension beaucoup plus personnelle. Parce que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous n'êtes peut-être pas exactement le même être que celui qui s'est endormi la veille. Vous êtes simplement la continuation de celui qui était là avant. Comme une flamme. Comme une histoire. Comme un bateau dont les planches changent progressivement, sans que personne ne sache exactement à quel moment il cesse d'être le même bateau. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une ancienne photographie de vous-même et que vous penserez « Cette personne, ce n'est plus vraiment moi ». Arrêtez-vous un instant. Et posez-vous une question beaucoup plus troublante. Si cette personne n'est plus moi, alors qui suis-je devenu ? Et surtout, à quel moment suis-je devenu quelqu'un d'autre ? Peut-être qu'il n'existe aucun moment précis. Aucune frontière. Aucune planche finale. Peut-être que nous ne cessons jamais véritablement d'être nous-mêmes. Et que nous ne cessons jamais non plus de le devenir. C'est peut-être là que réside le véritable vertige de l'identité. Nous passons toute notre vie à changer, tout en nous racontant que nous sommes restés les mêmes. Et peut-être que le bateau de Thésée n'attend pas de nous une réponse. Peut-être qu'il nous demande simplement de regarder notre propre existence, et de comprendre que, comme lui, nous sommes tous des êtres en perpétuelle reconstruction.